Bonjour David. Tout d'abord, je vous remercie de nous accueillir ici dans les locaux de la Maison des Sciences de l'Homme, qui domine en fait le chantier du campus Condorcet, qui a donné lieu donc à la conclusion d'un contrat de partenariat, ou PPP, et dont nous allons parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, si vous voulez bien, pouvez-vous vous présenter? Bonjour Justine, je suis polytechnicien et ingénieur des ponts. J'ai commencé ma carrière dans les métiers de l'aménagement au ministère de l'Environnement, puisque c'était son nom à l'époque, puis au ministère de l'Équipement. J'ai fait une parenthèse par la mise en place de la réforme budgétaire et financière qu'on appelait la LOLF en 2006, la loi organique sur les lois de finances, au sein donc du ministère de l'Équipement, avant sa fusion avec l'Environnement. Et depuis une grosse dizaine d'années, je me suis spécialisé dans les questions d'aménagement universitaire, d'abord sur le plateau de Saclay, de 2006 à 2009, puis depuis 2010 sur le projet Condorcet. Donc j'ai à ce moment-là pris la tête de ce qui était une fondation avant de devenir un établissement public qui est chargé du financement, de la réalisation, de l'exploitation, de la valorisation du projet de campus Condorcet dont on va parler, sachant que ce projet est réalisé pour partie dans le cadre d'un partenariat public-privé, vous l'avez souligné, mais également pour partie en maîtrise d'ouvrage public, soit par la région Île-de-France pour 2 opérations, soit sous notre responsabilité pour le site de la Porte de la Chapelle. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons pour lesquelles il a été choisi de recourir au PPP pour cette partie du campus? Il faut faire une petite remontée dans l'histoire pour répondre à cette question. On se situe autour des années 2008-2010 environ. 2 établissements, l'école pratique des hautes études en sciences sociales et l'école pratique des hautes études, et l'école des hautes études en sciences sociales, ont l'idée de s'installer et d'installer leur siège dans des locaux nouveaux permettant d'accueillir l'ensemble de leur personnel et l'ensemble de leurs chercheurs. Et c'est à ce moment que le gouvernement lance ce qu'on a appelé l'opération campus, donc l'idée de donner des subventions significatives à une dizaine de campus d'excellence à travers la France afin de faciliter leur développement, leur réhabilitation ou voire, et c'est notre cas, leur construction pure et simple puisque nous partons d'un terrain entièrement vierge. Et l'opération Campus donc, nous a labellisés en 2009. Et un des prérequis de cette opération était l'octroi à chacun des sites d'une dotation non consommable dont les intérêts avaient vocation à rémunérer les loyers de partenariat public-privé. Donc on sortait d'un dispositif d'allocation budgétaire tel qu'on l'avait connu classiquement dans les opérations précédentes pour rentrer dans une logique un petit peu nouvelle et que l'État considérait importante, notamment vu l'état de délabrement d'une partie du patrimoine universitaire français et devant la nécessité de mieux prendre en compte dès l'amont les questions d'entretien, de maintenance et de pérennité des bâtiments. En tout cas, c'était un des arguments qui était promu par le gouvernement de l'époque. D'accord. C'est vrai que c'est un des éléments du PPP qui est toujours mis en avant pour démontrer l'efficacité et l'aspect positif de ce type de contrat. C'est le fait qu'ils incluent, outre la conception et la construction, des prestations d'entretien-maintenance et de gros entretiens-renouvellement qui souvent, s'agissant de bâtiments publics, sont un peu délaissés au bénéfice d'autres dépenses. Tout à fait. En ce qui nous concerne, ces prestations sont donc prévues dans le cadre du contrat de partenariat en question pendant une durée de 26 ans, donc au-delà du financement, de la conception et de la réalisation des bâtiments, l'exploitation, la mise en œuvre d'un certain nombre de services autour de la sécurité incendie, autour de la sûreté, autour de l'exploitation de la résidence hôtelière pour les chercheurs, par exemple, sont inclus dans le contrat, avec l'idée qu'à la fin du contrat, la personne publique récupère un patrimoine, sinon totalement neuf, mais du moins bien entretenu et en bon état de fonctionnement. Tout à fait. Et peut-être pourriez-vous nous préciser exactement l'objet donc, du PPP qui a été conclu? Oui, bien sûr. Nous représentons 11 établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des écoles, des universités, des organismes bien connus comme le CNRS, qui ont souhaité regrouper sur le site l'essentiel des forces de leur recherche en sciences humaines et sociales. Donc l'objet de la construction consiste principalement dans le fait d'accueillir ces équipes de recherche. L'outil de recherche en sciences humaines et sociales s'apparente à du bureau, donc on n'a pas des laboratoires extrêmement complexes avec des équipements très complexes comme on peut l'avoir en chimie ou en sciences et vie de la Terre. D'autre part, nous avons souhaité construire une structure de service commune, mutualisée entre l'ensemble de ces équipements, qui sera organisée autour Alors d'une part d'une bibliothèque que je mets un petit peu à part puisqu'elle ne fait pas partie du PPP mais réalisée par la région Île-de-France dans le cadre d'une des opérations qu'elle mène sous sa propre maîtrise d'ouvrage. Mais dans le cadre du PPP, nous avons un centre de colloque, nous avons des dispositifs de restauration pour le personnel et pour les étudiants.
Nous avons des dispositifs d'accueil d'activités culturelles, sportives, associatives en nombre, y compris un pôle médical. Et nous avons une dimension logement qui est également extrêmement importante, puisque dans le contrat de partenariat, ou adossé au contrat de partenariat, nous réalisons une résidence hôtelière d'une centaine de logements pour des chercheurs invités, d'une part, et 450 logements pour des étudiants, afin de permettre aux étudiants qui viendront s'instruire sur le site du campus Condorcet de pouvoir également y loger et d'avoir un campus qui vive à tout moment du jour et de la nuit et à tout moment de l'année, et dans l'ensemble des dimensions, à la fois logement, mais aussi, bien sûr, travail, éducation, avec une bibliothèque qui sera ouverte 24 heures sur 24. Très bien, merci. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la procédure, comment elle s'est déroulée, les différentes étapes? Tout à fait. Donc, une fois l'opération campus, la dotation campus attribuée à l'opération Condorcet en 2009, nous avons mis en œuvre le processus de rédaction des programmes nécessaires à la passation d'un partenariat public-privé. En 2012, le changement de gouvernement a induit une mission d'inspection qui a validé tous les travaux que nous avons menés entre les années 2010, 2011 et 2012 et nous a enjoint de continuer suivant les mêmes modalités. Nous avons donc publié l'avis d'appel public à la concurrence à la toute fin de l'année 2012, en novembre 2012. On subodorait déjà à cette époque que seuls des groupements solides avec des grosses entreprises de construction et des financeurs très solides avaient vocation à répondre à cet appel d'offres, vu l'ampleur du projet. Il s'agit de 60 000 m² Sean environ, répartis sur 6,5 hectares. Effectivement, nous avons eu 4 candidats, puisque la première phase était un appel à candidature, qui ont tous été autorisés à concourir. Nous avons ensuite mené, avec l'appui bien entendu de nos assistants à la personne publique, une procédure en 2 tours de dialogue, donc 2 appels d'offres. L'idée de ces appels d'offres, c'est de proposer un projet de contrat avec toutes ces annexes qui s'enrichit avec les réponses des candidats et qu'on fait progresser au fur et à mesure de la procédure. Donc à chaque étape, on demande un dossier, on le reçoit, on l'analyse et on mène une séance de ce qu'on appelle le dialogue compétitif. Donc en ce qui nous concerne, pendant 2 jours pour chaque candidat, on a expertisé avec eux leur projet, on leur a posé un certain nombre de questions, bien entendu en respectant une procédure qu'on peut qualifier en tunnel, c'est-à-dire sans donner l'idée de l'un à l'autre, ce qui serait complètement contraire à la règle. Et l'idée est de faire progresser chacun des projets en parallèle afin que, dans les dernières étapes de la procédure, les projets soient les meilleurs possibles. Donc c'est une étape extrêmement importante où, bien sûr, la personne publique évalue les candidats et leurs projets, mais où la crédibilité de la personne publique est aussi évaluée par les candidats dans sa capacité à s'approprier le projet, à le porter, et éventuellement dans les faiblesses qu'il pourrait montrer. Donc ces dialogues compétitifs se sont déroulés pendant les années 2013 et début 2014. À la mi-2014, nous étions sur le point de demander la dernière offre, l'offre finale, suivant les termes consacrés aux candidats. Il a fallu attendre quelques mois que le gouvernement nous donne un nouveau top départ, puisqu'il y a eu quelques atermoiements, notamment de la part des ministères financiers, qui sont nos tutelles. Si les groupements, dans le cadre d'un PPP, doivent rendre des comptes à leurs avocats, leurs banquiers, leurs financeurs, nous avons aussi nos tutelles, qui sont extrêmement attentives aux procédures qui sont menées. Et donc, au printemps 2015, le Premier ministre de l'époque a redonné un feu vert pour continuer la procédure dans le même cadre, avec le même objet et le même périmètre. Nous avons donc demandé ces offres finales, que nous avons reçues avec une certaine fébrilité en septembre de la même année, et que nous avons analysées. Une analyse qui ressemble à ce qu'on peut connaître dans le cadre des marchés publics, plus ou moins, avec un degré de complexité supérieur, sans aucun doute. Puis s'en est suivi le choix d'un lauréat pressenti, une opération de mise au point sur les détails du contrat avec ce candidat pressenti, et une signature en mars 2016 du contrat de partenariat définitif. Très bien, merci.